D'accord. Alexander, parlons des dernières sanctions américaines contre la Russie, qui visent en réalité la Chine. Les sanctions ont effectivement éliminé le trading en euros américains à la bourse de Moscou. C'était intéressant, mais je ne pense pas que cela affectera trop la Russie. Je pense qu'ils s'en sont déjà remis. En moins de 24 heures, ils semblaient être passés à autre chose. La Chine était très en colère à propos de ces sanctions, parce qu'elle comprend que le véritable objectif de ces sanctions, annoncé par Yellen, est principalement dirigé contre elle. Yellen semble avoir un problème avec la Chine. Je ne sais pas si c'est personnel ou ce qui se passe là-bas, mais Yellen prend clairement les devants pour s'en prendre à la Chine. Quoi qu'il en soit, quelles sont vos pensées sur ces dernières sanctions américaines? Je pense qu'une ligne incroyablement importante a été franchie. Je ne pense pas que les gens comprennent cela très bien du tout, mais décomposons-le. Traiterons tout d'abord la partie la moins importante de l'histoire, celle qui attire le plus l'attention des médias internationaux, mais qui n'est pas, à mon avis, de loin la partie la plus importante de l'histoire. Tout d'abord, les États-Unis ont sanctionné la bourse de Moscou et son bureau d'échange financier. Maintenant, la Russie est très inhabituelle dans la façon dont elle échange de l'argent. Les banques en Russie échangent des roubles contre des dollars ou d'autres devises par le biais d'un registre central opéré par la bourse de Moscou. Il y a une raison historique à cela. Dans les années 90 et jusqu'aux années 2000, jusqu'à la crise de 2008, la Russie avait effectivement deux bourses. To the 2008 crisis, Russia effectively had two stock exchanges. One was completely in dollars and euros. L'une était entièrement en dollars et en euros, et l'autre en roubles. Il y avait deux bourses russes opérant simultanément. Ces deux bourses ont depuis été fusionnées, mais certaines structures ont été conservées de cette époque précédente. L'une d'elles était le bureau de change où les banques russes effectuaient leurs transferts. Ce n'est pas ainsi que les transferts se font dans la plupart du monde. Dans la plupart du monde, les banques qui veulent échanger de l'argent et transférer des devises le font directement entre elles. Moscou était différente. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont maintenant sanctionné cela. Les Russes ont donc annoncé qu'à partir de maintenant, la bourse de Moscou ne fera plus de transferts en dollars et en euros. Make transfers in dollars and euros. Russian banks and other financial institutions could in theory. Les banques russes et autres institutions financières pourraient, en théorie, traiter directement avec d'autres banques occidentales. Mais, en réalité, les Russes se sont retirés du commerce en dollars et en euros depuis un certain temps déjà. Cela ne représente qu'une petite partie de leur politique commerciale, et leur politique est de s'en débarrasser de toute façon. Ainsi, cela pourrait rendre plus difficile pour les exportateurs russes de recevoir des paiements en USD ou en euros pendant un court moment. Mais comme ils sont en train de passer au commerce dans diverses autres monnaies nationales, ce sera plus un problème à court terme qu'à long terme. La bourse a chuté hier d'environ 3 points, mais elle est en hausse aujourd'hui. Les Russes se préparent à cela depuis très longtemps. The Russians have already prepared for this for a very, very long time. To the extent that they're going to need to receive payments in dollars, Dans la mesure où ils ont besoin de recevoir des paiements en dollars, je suis sûr qu'ils ont déjà développé leur propre structure. C'est un incident mineur. C'est tout ce que c'est. Cela n'aura pas les effets dramatiques que beaucoup de gens supposent. L'histoire bien plus importante est le fait que les États-Unis disent maintenant que pour autant qu'ils soient concernés, la Russie est aujourd'hui une économie de guerre. Toute transaction de quelque nature que ce soit avec une entité économique russe aide la Russie à mener sa guerre en Ukraine. Cela signifie que les États-Unis sont maintenant autorisés à la sanctionner. C'est une manière détournée d'utiliser des sanctions secondaires pour cibler les banques chinoises. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Blinken disait que les États-Unis allaient commencer à se diriger vers la sanction des banques chinoises.
sanctioning Chinese banks. He went to Beijing and he uttered all of the same threats. Il est allé à Pékin et a répété toutes les mêmes menaces. Maintenant, nous voyons que cela commence à se produire. Si nous prenons ces sanctions au pied de la lettre, toute banque chinoise qui effectue des transactions avec une entité commerciale russe risque maintenant d'être sanctionnée. Les États-Unis sont les seuls juges de savoir quelle banque chinoise fait quoi. Ils ont maintenant l'outil pour sanctionner toute banque chinoise s'ils le souhaitent. Cela signifie que, pour la première fois, les États-Unis se donnent le pouvoir d'utiliser des sanctions secondaires pour cibler l'industrie des services financiers et toute partie de l'économie d'un autre pays. Le Trésor peut le faire seul, sans avoir besoin d'un décret du président. Without needing an executive order from the president. So, what you see is... Ce que vous voyez, c'est premièrement la préparation d'une guerre économique contre la Chine. Deuxièmement, le département du Trésor assume une autorité qui devrait normalement appartenir au président des États-Unis. Disons que Donald Trump devient président en novembre et veut changer la politique envers la Chine. S'il veut éviter d'imposer des sanctions à la Chine, le département du Trésor pourrait, en théorie, ignorer toute décision qu'il prend. Il ne pourrait annuler ces sanctions secondaires qu'en annulant les décrets exécutifs imposant des sanctions à la Russie, ce qui pourrait être politiquement difficile à faire. C'est une étape énorme. Which politically might be extremely difficult to do. So this is a huge step. I mean, in theory, of course, the president appoints the secretary. Je veux dire, en théorie, le président nomme le secrétaire au Trésor, et le secrétaire au Trésor peut donner des directives au département du Trésor. Cependant, on peut voir que les pouvoirs du président sont progressivement retirés et se concentrent dans diverses parties de la bureaucratie. Les États-Unis se préparent maintenant à une guerre économique et financière ouverte contre la Chine. Ils ne pouvaient pas sanctionner directement la Chine. Alors, ils l'ont fait de manière détournée. Et la réponse de la Chine, elle est incroyablement forte. Ils réalisent ce qui se passe. Absolument. Les Chinois comprennent exactement ce qui se passe. They realize what's going on. Oh, absolutely. Of course, the Chinese understand exactly what's going on. And they made some very strong statements. The Chinese foreign minister. Et ils ont fait des déclarations très fortes. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'est exprimé contre cela. Il y a un article cinglant à ce sujet dans le Global Times, parlant du G7 et de ce qu'il fait. Les Chinois comprennent, évidemment, et ont complètement compris cela. Ils comprennent ce que les Américains veulent. C'est là où nous allons. Rappelez-vous, nous avons parlé il y a 2 ans, lorsque les États-Unis ont imposé leurs premières sanctions contre certains responsables chinois. Nous avons dit que les États-Unis avaient maintenant monté sur leur escalator de sanctions à l'égard de la Chine. Le point viendrait éventuellement où la Chine serait entièrement sanctionnée. Nous venons de monter un grand nombre de marches sur l'escalator. Number of steps up the escalator. As predicted. As predicted. Comme prévu. As predicted. Puis-je simplement dire que la pression vient de toutes les directions aux États-Unis? Apparemment, il y a un plan en cours qui est associé à Donald Trump et qui enthousiasme beaucoup de personnes au Congrès du côté libertarien républicain. Le plan est de supprimer l'impôt sur le revenu et de faire en sorte que le gouvernement lève tout son argent par le biais des tarifs douaniers. Maintenant, cela semble très attrayant pour beaucoup de gens. À première vue, cela ramènerait les États-Unis à quelque chose de plus proche de ce que les fondateurs avaient probablement envisagé dans les années 790. Le problème avec cela, bien sûr, est que si vous augmentez les tarifs douaniers à ces niveaux et passez à un système complètement protectionniste, en même temps que vous supprimez l'impôt sur le revenu, vous allez avoir une pénurie de biens et une inflation massive à l'intérieur des États-Unis. And you're going to have a massive inflation inside the United States. So what this is really all about, again, Donc, ce dont il s'agit vraiment, encore une fois, c'est de l'inflation et de l'augmentation des tarifs sur les produits chinois.
Cela a été présenté une fois de plus pour donner l'impression que cela fait partie d'un plan dans une philosophie économique libertarienne. Mais la façon dont cela va se dérouler, et la façon dont cela est censé se dérouler, et les personnes qui rédigent cela et qui conseillent Donald Trump le comprennent parfaitement bien. Il s'agit de créer d'énormes barrières tarifaires contre les importations en provenance de Chine. C'est vers cela que nous nous dirigeons. Vous allez obtenir les tarifs, mais vous n'allez pas obtenir la fin de l'impôt sur le revenu. Cela n'arrivera pas. Oui, il s'agit aussi de donner plus de pouvoir à l'État permanent et d'utiliser Donald Trump comme excuse. La peur de Trump est une raison commode pour transférer plus de pouvoir à l'État permanent. Trump n'est en fonction que pour 4 ans. Il n'aura pas un autre mandat après cela. Le pouvoir va rester. Et comme je l'ai dit, nous voyons maintenant comment les sanctions secondaires se développent. Le mécanisme d'imposition des sanctions secondaires est en train de s'étendre à un tel point que le contrôle de l'arme des sanctions échappe aux mains du gouvernement élu des États-Unis, du président et du Congrès. Il passe à la bureaucratie, en particulier au département du Trésor et à d'autres parties de la bureaucratie américaine. C'est un désastre absolu. Le président des États-Unis se voit dépouiller chaque année de plus en plus de son pouvoir. Les gens parlent de la présidence impériale. Cela pouvait être vrai à l'époque de Lyndon Johnson et de Richard Nixon, mais ce n'est plus vrai dans une large mesure. La présidence devient simplement une décoration, tout comme le Congrès. Le pouvoir est ailleurs. Il est entre les mains du gouvernement permanent des États-Unis, des fonctionnaires nommés, de la bureaucratie, retourne Croy et The Step. Oui, toute cette histoire de dictateur, Trump va devenir un dictateur, il ne voudra pas partir. C'est une ruse. Le véritable plan, le véritable objectif de l'État permanent est de concentrer plus de pouvoir en son sein. C'est pourquoi Biden est un président si populaire parmi l'État permanent. Il ne fait vraiment rien. Il est juste là pour approuver ce qui doit être approuvé. Nous ne savons même pas s'il comprend ce qu'il signe ou ce qu'il dit. C'est pourquoi ils aiment Biden comme président, parce qu'il ne va pas prendre de décisions réelles. Il n'est pas capable de prendre des décisions, et ils peuvent concentrer de plus en plus de pouvoir dans l'État permanent. C'est pourquoi chaque fois qu'ils disent « Oh, Trump est un dictateur, Trump va être un dictateur, et il ne partira jamais », ce qu'ils disent en réalité, c'est « Nous voulons transférer plus de pouvoir entre nos mains en tant qu'État permanent ». Ils utilisent cette histoire de dictateur Trump comme une distraction, comme une déviation. C'est un tour commun, ils le font tout le temps. Mais que réalisent réellement ces sanctions? Parce que la seule chose que je vois que ces sanctions font, c'est diminuer et détruire le dollar américain, qui est la fondation du pouvoir de l'État permanent. The US dollar, which is the foundation of the permanent state's power. Yes. Well, they don't see that. Oui bien, ils ne voient pas cela. C'est l'un des problèmes fondamentaux avec une bureaucratie qui gère les choses. Si vous traitez avec des bureaucraties, et rappelez-vous, j'y ai servi, donc je devrais savoir, le problème est qu'elles ne pensent jamais de manière stratégique. C'est pourquoi vous avez besoin de quelqu'un comme le président et son équipe pour être finalement aux commandes. Il devrait pouvoir obtenir des conseils de toutes sortes de personnes, écouter les conseils et prendre les décisions. C'est le rôle du président. Il est en fin de compte le décideur selon l'intention des fondateurs. Maintenant, vous voyez, le président peut être informé par diverses personnes dans le monde académique, au sein du gouvernement et dans la communauté des affaires que l'effet de toutes ces sanctions va saper le système du dollar américain qui a été de plus en plus menacé.
Mais les gens au sein des bureaucraties ne pensent pas vraiment à cela. Ils le voient comme une guerre à mener contre la Chine, une guerre économique et finalement aussi militaire. En ce qui les concerne, ils mettent maintenant en œuvre cette politique. Leur objectif est de repousser économiquement les Chinois en détruisant leur système financier et en imposant des tarifs massifs sur les produits chinois. Il y a, je suppose, une sorte de croyance intérieure que les États-Unis s'en sortiront bien et que finalement ça jouera en faveur des États-Unis parce que cela a toujours été le cas auparavant. Ultimately, it will play out to the US's advantage because it always has before. This is, I suspect, what people think about when they do these things. Je pense que c'est ce à quoi les gens pensent quand ils font ces choses. Mais les bureaucraties ne sont pas des endroits propices au débat. Rappelez-vous, j'ai travaillé dans l'une d'elles. Ce qu'elles font, c'est fixer l'objectif et travailler pour l'atteindre. C'est ce qui va se passer. Je pense qu'ils ne croient pas que cela va se dérouler comme vous l'avez dit. Ils ne prennent probablement pas au sérieux ces tentatives des BRICS de mettre en place des systèmes alternatifs. Ils supposent que ces tentatives échoueront parce qu'ils croient que le dollar américain est si pratique et facile à utiliser. La plupart des gens s'y tiendront. En attendant, cela ne va pas les empêcher de se préparer au grand conflit avec la Chine qui se profile à l'horizon. Même si la plupart des gens ne restent pas avec le dollar américain, les gens quittent le dollar américain. La Russie a annoncé que depuis tout le fiasco des sanctions de la bourse de Moscou, tout sera coté en yuan pour les échanges. Ce sera rouble yuan. Psychologiquement, c'est un grand pas, parce que toute notre vie, nous avons toujours tout comparé au dollar. Maintenant, j'imagine que vous allez en Russie, et que lentement, tout sera comparé au yuan chinois. Ce sont de grands changements, non seulement financièrement, mais aussi psychologiquement, en ce qui concerne le dollar américain et le dollar en tant que monnaie de réserve. The dollar being the reserve currency. And we also have... Et nous avons aussi des nouvelles sur l'Arabie saoudite, que je pense être mal comprises. Je veux me concentrer un peu sur l'impact psychologique et l'impact du choix. Tout le monde dit qu'il y avait un contrat de 50 ans avec l'Arabie saoudite pour utiliser le pétrodollar et que ce contrat a pris fin. Maintenant, l'Arabie saoudite peut utiliser d'autres devises. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Je ne pense pas qu'il y avait un contrat. Je ne pense pas que l'Arabie saoudite était 100% obligée d'utiliser le dollar américain pour le commerce du pétrole. Ce qui s'est passé, c'est que le dollar américain était le seul jeu en ville. L'armée américaine était le seul jeu en ville qui pouvait fournir une protection à l'Arabie saoudite. Donc l'adéquation était là. L'accord était là. The fit was there. The deal was there. But now Saudi Arabia, it's entering BRICS. It has other choices. Mais maintenant, l'Arabie saoudite rejoint les BRICS. Elle a d'autres choix, d'autres devises et d'autres options. Elle a également d'autres choix en matière de protection et de besoins militaires. Ainsi, l'Arabie saoudite peut désormais prendre des décisions pour commercer dans d'autres devises. Elle s'oriente vers le commerce en yuan chinois depuis quelques années. Je pense que les gens voient cette situation de l'Arabie saoudite différemment. Cette histoire s'est en quelque sorte transformée en quelque chose qu'elle n'est pas. Mais mon point dans tout cela, avant que vous ne répondiez, est qu'il y a un changement de psychologie, un changement de choix et un changement d'option. C'est ce qui conduit à ce qui semble être la fin du dollar américain comme seule option. Absolument, c'est exactement ce que c'est. Revenons simplement aux sanctions telles qu'elles s'appliquent à la Russie. Tout d'abord, vous avez tout à fait raison. Cela va être un changement psychologique majeur au sein de la Russie également. Désormais, la monnaie de référence sera le yuan, la monnaie chinoise, le RMB. Ce ne sera plus le dollar en Russie. Maintenant, la Russie est l'un des 3 grands exportateurs de pétrole. Elle exporte également pratiquement tout le reste. Céréales,
métaux et de plus en plus de produits finis également. Cette tendance va probablement continuer à s'étendre. Comme nous le savons maintenant, la Russie est la 4e plus grande économie du monde. Je me demande si les gens de la bureaucratie aux États-Unis ont pleinement compris les implications de cela, étant donné les nouveaux classements et les réajustements que la Banque mondiale a effectués. Les pousser à abandonner l'utilisation du dollar et changer la psychologie de cette manière va provoquer un changement culturel massif en Russie. Ce changement se répercutera inévitablement sur les différents pays avec lesquels la Russie commerce. Graduellement, l'idée d'utiliser le dollar dans le commerce international s'éloignera. Cela va inévitablement se produire. En ce qui concerne cette mesure particulière dont nous avons discuté, il y aura une période d'ajustement. Peut-être pendant quelques mois, voire jusqu'à 6 mois, les Russes devront voir comment cela se passe. Ils devront trouver des solutions de contournement, ce qu'ils feront. Et ils devront ajuster leur système avec divers partenaires commerciaux, ce qu'ils feront. Mais à long terme, ce que cela fait, et je parle spécifiquement de la Russie maintenant, c'est de rendre presque impossible pour les milliardaires russes, les oligarques et d'autres de sortir leur argent de la Russie et de l'investir en Occident. Le gouvernement de Poutine travaille depuis des décennies pour persuader les Russes, non seulement les super riches, mais même les Russes de la classe moyenne, d'arrêter de faire cela, de garder leur argent en Russie et de l'investir localement. Et que fait le département du Trésor américain? Il donne au gouvernement de Poutine une autre mesure énorme d'assistance pour atteindre précisément cela. À long terme, cela va jouer en faveur de la Russie, car elle a des partenaires commerciaux sûrs en Chine et en Inde. Il est important de souligner que la Chine et l'Inde ne commercent pas avec la Russie par charité ou parce qu'elles aiment les Russes. Bien qu'elles entretiennent de bonnes relations avec la Russie, leur commerce est finalement basé sur des réalités économiques et pratiques pragmatiques. La Chine a besoin des ressources naturelles de la Russie, tout comme l'Inde, de plus en plus. Par exemple, l'Inde a eu une mauvaise récolte et cherche à compenser la différence avec des importations de céréales russes. Ils doivent payer d'une manière ou d'une autre. Et ils vont maintenant commencer à chercher des moyens de payer en dehors du système dollar. Et ils vont devoir créer des banques et des institutions financières en Inde qui opèrent en dehors du système financier américain parce que ces banques et institutions financières risquent d'être sanctionnées. Puisque nous parlons d'économies énormes et de commerce très rentable, ils le feront. Ils créeront ces institutions. C'est là que je pense que les gens ne comprennent pas qu'il n'y a rien que les pays occidentaux puissent faire, que d'autres pays ne puissent également faire et remplacer. Donc, les Indiens et les Chinois vont mettre en place des banques spéciales chargées de gérer le commerce avec la Chine et la Russie. Et nous allons voir cela se répandre. Et nous allons voir d'autres acteurs dans d'autres endroits qui veulent commercer avec la Russie, commencer à utiliser ces banques chinoises et indiennes pour les aider à le faire. Nous allons voir un système financier alternatif émerger de plus en plus. En attendant, comme je l'ai dit, Deripaska, Prokhorov et tous ces oligarques en Russie qui avaient l'habitude de sortir tout leur argent, et tous ces Russes de la classe moyenne qui avaient l'habitude de faire des voyages en Europe pour acheter des choses dans les magasins occidentaux et pour acheter des appartements en Occident, ils vont devoir garder leur argent en Russie. Cela va favoriser le boom des investissements russes et renforcer l'économie russe. C'est une politique complètement mal conçue
tant en termes de Russie que de commerce mondial. Cela va aggraver les choses. Pourquoi cela n'est-il pas compris? Je ne sais vraiment pas. Maintenant, passons aux Saoudiens. Vous avez absolument raison. Dans les années 970, lorsque l'accord initial a été conclu, c'était un accord d'urgence entre les Américains et les Saoudiens. Cela s'est produit à la suite de la crise pétrolière de 1973 et quelques années après que les États-Unis ont mis fin à la connexion du dollar à l'or. Vous savez, la décision célèbre ou infâme de Richard Nixon en 1971 de mettre fin au lien entre le dollar américain et les réserves d'or des États-Unis. Dans les années 1970, le monde était très différent. Les États-Unis étaient de loin la plus grande économie mondiale. Bien sûr, il y avait l'Union soviétique, mais l'Union soviétique était l'adversaire. C'était un pays communiste. Vous ne mettiez pas votre argent en Union soviétique. Les soviétiques n'avaient aucun mécanisme pour absorber l'argent de cette manière. L'Europe avait un système financier très sous-développé en termes d'acceptation de vastes montants de titres et d'investissements étrangers. L'armée américaine dominait le monde. Et bien sûr, l'Arabie saoudite était à cette époque en conflit avec les soviétiques et leurs alliés, parce que l'Arabie saoudite était un pays viscéralement anticommuniste. Et il était également en profond conflit avec divers États arabes de gauche et socialistes comme l'Égypte, la Syrie, l'Irak et l'Algérie, tous alliés à l'Union soviétique à cette époque. Les Saoudiens avaient donc besoin de la protection américaine. Ils devaient également s'assurer que le dollar avait un soutien, car à ce stade, ils étaient payés pour leur pétrole en dollars. Dans les années 1950 et 1960, le commerce du pétrole se faisait en or, ou du moins partiellement en or. Mais à partir de ce moment-là, il devait se faire en dollars. Donc l'accord a été conclu, vous acceptez le paiement en dollars. En fait, vous insistez pour que le paiement du pétrole soit en dollars. You accept payment in dollars. In fact, you insist on payment for oil in dollars. You invest half of the Vous investissez la moitié des revenus pétroliers en dollars aux États-Unis, ce qui est tout à fait logique. En retour, les États-Unis vous protégeaient. C'était l'accord conclu dans les années 1970. Le monde d'aujourd'hui est complètement différent. Si vous voulez placer votre argent à Singapour, Hong Kong, Shanghai ou même Moscou, vous le pouvez. Vous ne pourrez peut-être pas le faire en USD, parce que les Russes ne détiendront pas de USD. Mais vous pouvez le faire dans tous ces autres endroits. Vous pouvez également investir dans l'économie russe. Vous pouvez retirer de l'argent de Russie et commercer avec, car le rouble est encore, dans une certaine mesure, convertible. Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec. Et bien sûr, vous avez maintenant de bonnes relations économiques avec les Russes et les Chinois. Si vous êtes les Saoudiens, les Russes sont vos partenaires sur le marché international du pétrole. Vous devez maintenir une bonne relation avec les Russes pour garder le marché pétrolier stable. Les Chinois sont les gens auprès de qui vous achetez de plus en plus de choses tout le temps. Les Saoudiens ne se sont pas éloignés de l'accord conclu dans les années 70. Ils ne refusent pas de le renouveler parce que ce n'était pas un contrat ou un traité nécessitant un renouvellement. C'était un arrangement convenu à cette époque. Cependant, ils optent progressivement pour diversifier leurs avoirs et ne se sentent plus aussi liés à cet arrangement qu'à l'époque. Et évidemment, le principal moteur de ces changements de politique est MBS, qui a un programme d'investissement très ambitieux qu'il veut mener en Arabie saoudite. Il a besoin de l'aide des Chinois, en particulier, pour le faire fonctionner. Il a également besoin de l'aide des Russes,
parce qu'il a besoin que le marché pétrolier soit stable, mais c'est aussi quelqu'un qui pense en dehors des sentiers battus. Comme nous le savons, il n'aime pas beaucoup Biden et a des problèmes avec les Américains en général. Mais même si MBS devait disparaître, tôt ou tard, les Saoudiens reviendraient et feraient ce genre de choses parce que c'est aussi dans leur intérêt. Les relations entre l'Arabie saoudite et la Russie étaient déjà très amicales, même avant que le roi actuel et MBS n'arrivent au pouvoir sous le règne du roi précédent. Et cela ne va pas changer. Oui, le choix et les options. C'est ce que les BRICS offrent, le choix et les options. Exactement. C'est ça. Biden, bien sûr, ne comprend pas cela parce qu'il vit dans le monde des années 1990. Je soupçonne que beaucoup de gens aux États-Unis ne le voient pas non plus. Il suppose encore que si les États-Unis ne sont pas capables d'écraser la Russie ou de repousser la Chine, c'est dû à un manque de volonté à Washington. Cependant, la réalité est que d'énormes changements se produisent dans le monde. Alors, l'Arabie saoudite exerce ses options dans son propre intérêt. Pendant ce temps, l'Union européenne est coincée dans ce paradigme unipolaire et servile, une prison qu'elle s'est imposée. Il n'y a pas de meilleur exemple de cela que l'UPEMA, décidant de contracter un prêt de 50 milliards de dollars que les États-Unis accordent à l'Ukraine. L'UME a accepté d'être le garant, le filet de sécurité, en cas de défaut. Personnellement, je crois que l'Ukraine est capable de rembourser les 50 milliards de dollars. Je ne peux pas imaginer que l'Ukraine ne rembourse pas les 50 milliards de dollars aux États-Unis. Mais si quelque chose tourne mal, ne vous inquiétez pas. L'Union européenne s'occupera du prêt de 50 milliards de dollars. The European Union, they'll take care of the $50 billion loan. Anyway, let's talk briefly about this is an story. Quoi qu'il en soit, parlons brièvement de cette histoire, qui est incroyable. C'est l'une des histoires les plus farfelues, mais aussi l'une des plus comiques que j'ai jamais vues. Pour les Européens, s'ils en avaient connaissance, cela leur dirait tout sur la qualité des personnes qui dirigent l'Europe aujourd'hui. Mais en tout cas, déballons cela. L'administration Biden a compris qu'il va devenir de plus en plus difficile d'obtenir du Congrès l'autorisation de financer l'Ukraine. Il y avait déjà un gros problème plus tôt cette année. Le peuple américain se refroidit sur toute cette idée et s'y oppose. Ils ne peuvent pas simplement continuer à imprimer de l'argent et à le remettre à l'Ukraine. They can't just go on printing money and handing it over to Ukraine. So they've got to keep the grift, the support for Ukraine. Ils doivent donc continuer à soutenir l'Ukraine. Ils ont proposé l'idée d'un prêt de 50 milliards de dollars. Le plan est de lancer ce prêt sur les marchés obligataires internationaux, mais ils doivent expliquer comment ce prêt sera remboursé. Ils ont proposé l'idée de le rembourser avec les intérêts des actifs russes qui ont été gelés principalement en Europe. Rappelez-vous, le plan initial de Biden était de saisir ces actifs purement et simplement et de donner l'argent dans son intégralité à l'Ukraine. Un fonds aurait été créé pour gérer ces actifs qui aurait distribué l'argent au fil du temps aux Ukrainiens. Quoi qu'il en soit, l'avis unanime de la communauté juridique internationale, ainsi que les avertissements des banques centrales et de la communauté financière, étaient que vous ne pouvez pas faire cela. C'est tout simplement et complètement illégal. Cela échouera dès la première contestation juridique. Vous allez à l'encontre de la doctrine de base de l'immunité souveraine. Si vous réussissez, vous allez détruire la réputation du système financier européen où cet argent est placé. Ainsi, l'administration Biden a abandonné cette idée. Ils ont accepté, très à contre-cœur et avec mécontentement, que cela ne pouvait pas être fait. Ils ont donc opté pour l'idée de prêt à la place. 50 milliards de dollars en avance, vraisemblablement à lever sur les marchés obligataires internationaux.
it's going to be paid off through the interest. Et cela va être remboursé par les intérêts que les actifs russes accumulent, qu'Euroclear va payer aux détenteurs d'obligations. Maintenant, il y a un problème juridique évident avec cela. Si le principal appartient aux Russes, logiquement, les intérêts aussi. Je n'ai jamais connu une situation où les intérêts sur l'argent n'appartiennent pas au propriétaire du principal. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose de ma vie. Si vous acceptez que le principal appartient à quelqu'un, alors vous sapez votre propre revendication selon laquelle les intérêts vous appartiennent plutôt qu'au propriétaire du principal. Vous admettez en fait la propriété de cette autre personne. Donc, ce sont les intérêts de la Russie. Maintenant, je sais qu'il y a des arguments juridiques à ce sujet, mais je ne les comprends pas et ils n'ont aucun sens pour moi. Il pourrait y avoir certaines dispositions dans le contrat que la Russie a conclu avec Euroclear, mais je soupçonne que cela est très contestable. Il y a aussi le problème que les intérêts pourraient être gelés ou que des décisions de justice, peut-être pas dans l'Union européenne, mais à l'extérieur, pourraient éventuellement interférer avec le paiement des intérêts. Au-delà de cela, il y a la question de savoir si l'Ukraine elle-même pourra jamais rembourser le prêt. L'Ukraine pourrait ne pas survivre, elle pourrait disparaître d'ici un an, ou elle pourrait survivre mais sous un gouvernement complètement différent, qui est maintenant ami avec le Kremlin. Ainsi, les détenteurs d'obligations viendront probablement et diront « Eh bien, regardez, cela ressemble à un prêt très risqué. Nous ne sommes pas sûrs de ces remboursements que vous dites que nous devrions obtenir, parce que nous ne savons pas vraiment qui possède ces remboursements. Il nous semble que ce sont les Russes, et ils ne sont pas d'accord pour les payer. Nous ne voulons pas nous impliquer dans une affaire juridique. » Quant aux Ukrainiens, les emprunteurs finaux, leur situation financière est absolument catastrophique. Leur économie s'effondre, leurs industries s'écroulent et ils n'ont pas de système énergétique digne de ce nom. Les Russes contrôlent 20% du territoire ukrainien et continuent d'avancer. Donc, la plupart des détenteurs d'obligations resteront à l'écart. Ce genre de situation, ce genre de scénario. Alors comment les persuader de se manifester et d'acheter ces obligations pour créer ce prêt? Eh bien, vous faites en sorte que les Européens se portent garants. Si les intérêts des prêts russes ne sont pas disponibles, ou si l'Ukraine fait défaut, ou si les deux se produisent, ne vous inquiétez pas, le contribuable européen paiera pour vous. Dans la période précédant l'annonce du G7, une série d'articles est apparue dans des publications comme Politico. Divers responsables européens ont déclaré que ce serait une idée absolument idiote. Ils ont dit « Nous ne sommes pas assez stupides pour accepter cela ». Ils disaient c'était propos. J'ai toujours pensé que c'est peut-être un peu trop généreux envers les dirigeants européens. Ils ont accepté cela. Ce n'était pas formellement indiqué dans l'annonce du G7, mais il est maintenant clair qu'ils vont de l'avant avec ce prêt. La seule façon de le faire est que les Européens soient prêts à se porter garant. De toute évidence, en privé, c'est ce qu'ils ont accepté de faire. Sinon, cette annonce est dénuée de sens. Donc, les contribuables européens vont maintenant payer 50 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations internationales, plus les intérêts. Rappelez-vous, les prêts attirent des intérêts. Ils vont payer tout cet argent aux détenteurs d'obligations internationales parce que, tôt ou tard, soit l'argent des actifs russes s'épuisera, soit l'Ukraine fera défaut. C'est incroyable. C'est absolument stupéfiant. Les lois de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, précisent clairement qu'il ne peut pas y avoir d'euro-obligations, par exemple. Ils ne peuvent pas se réunir conjointement et émettre des euro-obligations. Eh bien, ils font la prochaine meilleure chose. Ils agissent comme garants
pour des obligations qui seront émises pour payer l'Ukraine, qui, soit dit en passant, n'est même pas membre de l'Union européenne. Je veux dire, c'est tellement fou, c'est tellement imbécile, c'est tellement stupide, que vous savez, si cela avait été quelqu'un d'autre que ce groupe de personnes, Olaf, Ursula, Baerbock et Macron, j'aurais dit que cela ne pourrait pas arriver. Mais bien sûr, avec ces personnes, c'était inévitable que cela se produise. Dumbest leaders in the world. Absolutely. Without a doubt. Les dirigeants les plus stupides du monde. Absolument. Sans aucun doute. Et juste pour conclure la vidéo, ça va empirer, je pense. L'Ukraine fera défaut. Je pense que c'est une garantie. Ils ne vont pas rembourser 50 milliards d'euros. Il n'y a aucune chance. Les paiements d'intérêt sur les 200 milliards d'euros, au mieux, s'élèvent à 3 milliards par an, peut-être 3 milliards. J'ai entendu dire que cela variait entre 1,5 et 3 milliards. Donc, 50 milliards vont être le prêt. Et vous comptez sur ce prêt pour des profits de 1,5 à 3 milliards chaque année. Bonne chance avec ça. Détenteurs d'obligations. Bonne chance avec ça. Et vos pensées à ce sujet. Les 50 milliards vont être brûlés très rapidement. En 6 mois à 1 an, ces 50 milliards vont disparaître. Et si l'Ukraine est toujours là, ils vont vouloir un autre 50 milliards. Bien sûr, oui. Et donc, ils vont juste utiliser le même mécanisme. Cela ne finira jamais. Et l'Europe est sur le coup. Vos dernières pensées. J'ai pas abordé la logique financière de toute cette affaire, parce que, bien sûr, il n'y en a pas. Gardez à l'esprit que nous parlons de 1,5 à 3 milliards d'euros par an, provenant des intérêts sur les actifs basés sur les taux d'intérêt actuels, qui sont élevés. Si les taux d'intérêt commencent à baisser, comme certains le pensent, les intérêts accumulés sur les actifs vont également diminuer. Alors, qui va compenser la différence? Vous pouvez deviner. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ce qui se passe ici, c'est que les contribuables européens sont accablés. Ils s'engagent dans un engagement indéfini à payer. Je ne sais pas combien de temps ce prêt va durer, mais ils s'engagent dans un engagement à long terme pour continuer à financer non seulement l'Ukraine, mais aussi les détenteurs d'obligations. Alors imaginez comment cela va se dérouler. Je pense que j'ai dit dans mon programme hier sur ma propre chaîne, il y a un pigeon à chaque fois. Et cette fois-ci, ce sont les Européens. C'est tellement étrange. C'est tellement bizarre. Certaines personnes vont très bien s'en sortir. Et comme vous le dites à juste titre, ils reviendront dans 1 an, parce qu'au fait, ils ont déjà eu quelque chose comme 300 milliards de dollars depuis 2022 qu'ils ont dépensés en armes et toutes sortes d'autres choses. Gardez à l'esprit qu'avec leur économie maintenant essentiellement effondrée, l'activité économique, dans la mesure où elle existe, dépend entièrement des transferts financiers de l'Occident. Donc je veux dire, les fonctionnaires, les soldats, les bureaucrates, toutes ces personnes en Ukraine reçoivent maintenant leur argent de l'Occident. Et bien sûr, les fortifications et tout cela sont également payés par l'Occident. Remarquez que Zelensky vient de limoger le ministre des Infrastructures qui était en charge des fortifications. Il y a une énorme inquiétude de la part du Financial Times, des responsables ukrainiens et américains, et de divers responsables occidentaux, parce que cet homme est parti. Le fait que tout l'argent dépensé pour les fortifications ait été détourné a été universellement reconnu dans les médias en Ukraine. Tout a été détourné, et c'était lui l'homme en charge. Ce n'est pas quelque chose qui les inquiète, car vous pouvez imaginer comment l'argent est utilisé. Il est destiné à être utilisé à toutes sortes de fins. Tout ressort à nouveau. Cela arrive dans toutes sortes d'endroits intéressants comme les îles Canaries ou Gibraltar. Et le contribuable européen est maintenant sur le coup pour cela, pour encore 50 milliards de dollars.
Même si l'Ukraine tombe et que vous mettez en place un gouvernement en exil, il faudra continuer à le financer. Donc il reviendra et demandera de plus en plus, et vous le ferez exactement de la même manière. Les contribuables européens devront supporter le fardeau, mais beaucoup de gens vont en tirer un profit énorme, comme nous l'avons vu avec les affaires, avec les infrastructures et le licenciement de l'homme qui était en charge. With the infrastructure and the sacking of the man who was in charge. Le type qui a lancé le Maïdan et envoyé le message pour cela. Aucune affaire louche là-bas, hein? No funny business going on there, huh? None, absolutely none. I mean, this isn't. I mean, we're Non, 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 absolument pas. Je veux dire, nous sommes désolés qu'ils partent parce que, eh bien, qui va nous remettre nos chèques? Ou peut-être pas des chèques, mais des enveloppes, des valises. Des valises. Suitcases. Suitcases. What a bad. Quelle mauvaise idée que le projet Ukraine pour l'Occident collectif. Well, for the West, it is a disaster. Pour l'Occident, c'est un désastre. Les gouvernements européens qui s'engagent dans cette voie sont soit complètement stupides, soit sans conscience. L'un n'exclut pas l'autre. Gardez à l'esprit que leurs propres responsables informaient les médias auparavant en disant « Nous ne sommes pas assez stupides pour faire cela ». Eh bien, ils viennent de le faire. Well, they've just gone ahead and done it. They are that stupid. All right, we will. C'est stupide. Très bien, nous allons terminer la vidéo ici. Visitez duranlocals.com